À cette heure, la France, partie prenante d'une intervention militaire que le monde entier observe, est sans doute aussi observée au moment où elle délibère. Le monde verra que l'Assemblée nationale française est partagée entre ceux qui ont des raisons, qu'ils défendent et qu'ils argumentent d'approuver cette action, et ceux qui, comme nous, l'opposition populaire, y sommes hostiles. Cette discussion ne nous affaiblit pas, elle nous montre pour ce que nous sommes, une démocratie et la matrice de toutes les républiques de l'ère moderne. Mais quelle que soit la nature des raisons qui nous opposent, il faut que chacun entende sur la terre entière la position commune des Français d'un bout à l'autre de leur hémicycle. Toutes opinions confondues, les Français disent « ceux qui ont recours aux armes chimiques doivent être châtiés ». Le recours aux armes chimiques est proscrit et nous, Français, avons des raisons particulières d'insister sur ce point. D'abord parce que notre nation a été martyrisée, mais ensuite parce que c'est à Paris et à notre initiative qu'a été adoptée la Convention contre l'utilisation des armes chimiques et pour leur interdiction en 1993. Mais il faut rappeler qu'à cette occasion, hélas, nous n'avions pu obtenir que les puissances signent l'accord que proposaient les Français, qui était aussi pour l'interdiction des armes bactériologiques. Faisons le vœu que nous n'ayons jamais à le reprocher à ceux qui ont refusé de signer à ce moment-là. C'est partant de cela que je veux dire comment nous voyons ce qui s'est passé. Nous sommes intervenus militairement dans le pire nid de frelons de la planète, d'autant plus agité que s'y trouvent 42% des réserves du gaz et 47% des réserves de pétrole de l'univers, ce qui donne à chacun de puissantes raisons d'agir et de se sentir concerné. Nous ne pourrons nous contenter de dire que seule la morale guide nos pas, car alors on s'étonnera qu'il ne nous ait pas conduits jusqu'aux malheureux Rohingyas, persécutés comme chacun le sait, ou au secours des malheureux Kurdes sur le même territoire abandonné comme chacun le sait. De même que nous ne pourrons pas non plus faire croire que nous sommes uniquement en bombardant, mus par le désir de respecter les résolutions de l'ONU, car sinon on en ferait de même pour faire respecter celles qui concernent la Palestine ou celles qui concernent Cuba. Non, vous pouvez crier, je ne polémique pas, j'argumente. C'est dans ce contexte où la morale et le suivi des résolutions de l'ONU ne trouvent pas aussi complètement que vous le pensez son compte, que nous sommes intervenus, sans preuve. Je ne dis pas sans certitude ni sans conviction. Je ne dis pas que nos services ne soient pas capables d'évaluer précisément ce qu'il en est. Mais dans le droit international et dans l'action internationale, on ne peut agir que sur la base de preuves affirmées par les organismes qui en sont responsables. Or, ceux-ci étaient en train de faire leur enquête au moment où sont intervenus les bombardements. Car la branche particulière de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, qui est préposée à cette tâche spéciale d'établir si oui ou non il y a eu une intervention, était en train de faire son enquête lorsque nous avons agi. Ensuite, nous avons agi sans mandat de l'ONU, et je crois que c'est sans doute pour la France le coup le plus important porté à sa diplomatie. J'ajoute que non seulement nous n'avons aucun mandat de l'ONU, mais nous n'avons tenu aucun compte des organisations régionales concernées par la situation en Syrie, au moins tout autant que les Occidentaux, frappés la veille de la réunion de la Ligue arabe, sans tenir aucun compte de ce qui pourrait s'y dire, ne tenir aucun compte de l'Organisation de l'Unité africaine, qui depuis s'est exprimée, c'est continuer la vieille méthode des puissances impériales qui ne tiennent pas compte des peuples au nom desquels elles prétendent agir. Je vous le dis avec regret, je préférerais ne pas avoir à vous le dire, compte tenu de l'idée que je fais de ma patrie. Nous sommes intervenus sans aucun allié de l'Union européenne, ce qui montre assez
quelle fumisterie est l'idée d'une défense commune et d'une armée commune. Nous sommes intervenus sans objectif précis et la suite nous l'a montré. Objectif politique précis. Mais écoutez-moi. Oui, on compte le temps. Sans objectif précis. Nous avons tous écouté le président de la République dimanche soir. Nous l'avons entendu dire qu'il s'était retenu d'intervenir dans la réunion d'Astana. Il s'était retenu de participer à cette réunion. Que voulons-nous? Le succès du trio d'Astana qui se réunit autour de la Russie, de la Turquie et de l'Iran, pour ne citer que? Est-ce le cadre que nous voulons voir parvenir à ses fins? Ou bien est-ce la réunion de Genève qui n'avance pas? Ou bien est-ce encore une autre organisation internationale dont nous proposons qu'elle se réunisse? Nous ne le savons pas. Quel est donc l'objectif politique précis, à part, naturellement, la volonté de retrouver la paix, l'amitié, la concorde et l'amour, qui nous meuvent tous avec la même énergie? Que voulons-nous? Enfin, nous sommes intervenus sans objectif militaire probant. Monsieur le Premier ministre, je veux dire que, oui, vous avez eu un comportement que je veux saluer à l'égard des parlementaires et en tout cas à l'égard de mon groupe. Vous m'avez prévenu de la réunion de dimanche. Dimanche, nous avons tenu la réunion et nous avons pu échanger, je crois, avec les deux à l'esprit, le souci des responsabilités que nous exerçons, vous de manière très éminente, moi ici comme président de groupe. Je ne vous ai posé qu'une seule question et je m'autorise à le redire devant l'Assemblée nationale. Quel risque courions-nous et donc quelles mesures avions-nous pris pour éviter l'escalade? C'est la seule chose qui compte quand vous frappez, de savoir jusqu'où vous devrez encore frapper. Et là, je l'ai dit, c'est le pire nid de frelons. Vous m'avez dit, Monsieur le Premier ministre, ce que chacun a pu vérifier ensuite, que toutes les dispositions avaient été prises pour éviter cette escalade. C'est-à-dire que nous avons respecté les codes de déconflictualisation sur la zone. Qu'est-ce que la déconfliction? Pardon, pour dire le mot comme il est, déconfliction. Qu'est-ce que la déconfliction? Cela signifie éviter les effets de surprise. Naturellement, la guerre étant faite de surprises, cela signifie que pour l'essentiel, on dit ce qu'on va faire et par où on va passer. Et c'est ceci qui vous explique pourquoi les Russes ont regardé tout ça fort tranquillement, sans tirer une seule munition, parce qu'ils savaient, et vous avez bien fait de les prévenir, qu'ils ne seraient visés à aucun moment. Voilà beaucoup de choses qui laissent rêveurs. Quel résultat a bien pu être obtenu? Pourquoi ne nous en dit-on rien? Sommes-nous incapables de l'entendre? Nous avons frappé, paraît-il, 2 usines d'assemblage sans que cela dégage une seule petite bouffée d'air impur dans la zone qui l'entoure, puisque, paraît-il, nous n'avons tué personne, ce dont je me réjouis, et je comprends qu'on ait essayé de le faire. Mais après tout ça, après être monté à un tel paroxysme, entendre le lendemain le président de la République française dire « j'ai convaincu M. Trump qu'il fallait rester sur place pour terminer le travail » et d'autres dire qu'il y a un plan d'armement chimique qui aurait couru sans qu'on s'en rende compte pendant toutes ces semaines. Et que moins de 24 heures après, le président de la République des États-Unis dit lui « pas du tout, nous partons ». Si bien que tout ça ressemble davantage à une salve d'adieu qu'à un tir militaire visant à rétablir une situation. La vérité est derrière le rideau. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que vous nous précisiez le contenu des innovations conceptuelles de la soirée d'hier. Qu'est-ce qu'une déclaration de guerre qui n'en est pas une quand on attaque un pays à plus de 3000 km de distance? Devons-nous considérer que bombarder 3 usines, ce n'est pas une déclaration de guerre et que par conséquent, à Pearl Harbor, ce n'est pas la guerre qui a commencé? Une déclaration de guerre nous eût imposé un débat du Parlement. Et voici le premier coup que je vois à ce qui s'est produit. Si le président de la République française a dit dès le mois de mai qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, alors qu'est-ce qui, depuis le mois de mai, empêchait que l'on en discute ici et que l'on établisse un protocole pour châtier ceux qui viendraient à utiliser les armes chimiques? Rien. Et pourtant, cela n'a pas été fait. Que signifie, Monsieur le Premier ministre, cette nouveauté que l'on appelle la légitimité de la multilatéralité qui a été évoquée hier? Non, pour un Français,
il n'y a qu'une seule légitimité, ou plus exactement, il y a deux manières d'agir. En ce qui concerne notre territoire national et nos populations, il n'y a aucune limite à notre décision que notre propre volonté. En ce qui concerne le concert des nations, nous croyons à un monde ordonné, non pas un monde multipolaire, car le monde multipolaire, c'est toujours la guerre pour savoir qui, parmi les multipolaires, est le premier. Un monde ordonné autour du droit, le droit primant la force. Voilà ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire à l'ONU. Nous sommes dans le monde des briques, j'ai fini. C'est fini le temps où à quelques pays on pouvait décider pour tout le monde. Tenez-vous-le pour dit. Merci, Monsieur Mélenchon.